Merci d'être sur la télévision. La barre est pour suivre le journal de ce jour, jeudi 6 mai 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne rupture et bienvenue à tous. Le mois béni de Ramadan qui est à son 24e, donc à sa 24e journée, tire à sa fin. Aujourd'hui, Oustaz Haladou Yahaya va nous éclairer sur les cas des jeunes qui oublient pour manger ou pour boire sans se rendre compte. Oustaz Haladou Yahaya. Le jeûne est rompu quand on boit ou on mange volontairement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui boit par mégarde, donc celui-là il n'a pas à rembourser son jeûne. Dans ces conditions, c'est Allah qui l'a nourri. Seulement, s'il arrive qu'on boit ou qu'on mange par oubli, il faut s'abstenir de continuer à boire. Il faut tenir sa bouche, comme on le dit, et il faut continuer son jeûne avec la concentration, la crainte et le recueillement nécessaire. C'est ça qui est requis. C'était là donc Oustaz Haladou Yahaya sur ce qui prévoit la religion, sur les cas des personnes qui oublient, des personnes qui jeûnent, qui oublient pour manger ou pour boire sans se rendre compte. Poursuite des travaux à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, les députés étaient en plénière. Au cours de celle-ci, les députés ont procédé à l'élection des membres de la Haute Cour de la Justice. Les travaux ont été précisés par le président de l'institution, Seyni Oumarou. Précision Nafissi Haya et Nasser Seydou. 2 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette séance plénière du jeudi 6 mai 2021. Le premier portant sur l'examen et le vote du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement composé d'un prêt de 3 200 000 euros et d'un don d'un montant de 1 185 000 euros signé le 13 février 2021 à N'Djamena en République du Tchad. Vraiment vous remercier pour cet acte de solidarité envers les populations rurales qui sont affectées par ce conflit, affectées par le changement climatique et aujourd'hui la pandémie de Covid-19 vient s'ajouter. Donc au nom du gouvernement, nous vous remercions pour avoir su massivement voter la ratification de ce projet de loi. Je vous remercie. Le deuxième point, lui, porte sur l'élection des députés membres de la Haute Cour de justice. Ainsi, sur les 4 sièges à pourvoir après vote, le groupe parlementaire PNDS-Taria s'en sort avec 2 sièges, un siège pour le groupe parlementaire L'Union pour la République et un siège pour le groupe parlementaire Rassemblement démocratique. Je voudrais de prime abord remercier mon groupe parlementaire, le PNDS-Taria, qui m'a fait l'honneur de présenter ma candidature pour le poste de juge à la Haute Cour de justice. Et je profite de l'occasion pour remercier tous les députés qui m'ont accordé leur confiance en m'élisant à ce poste. Et comme vous le savez, le poste de juge à la Haute Cour de justice, dans son ensemble, la Haute Cour de justice, c'est une institution qui est créée par l'article 143 de la Constitution et qui stipule que cet organe est créé auprès de l'Assemblée nationale et la Haute Cour de justice est compétente pour juger le président de la République en cas de haute trahison et les membres du gouvernement pour les faits qualifiés de crimes ou de délits dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. Vous pouvez donc constater que c'est une lourde responsabilité et nous ne pouvons que souhaiter et prier le bon Dieu, Allah, pour qu'il nous assiste dans cette mission et qu'il nous la facilite. Les travaux en séance plénière reprendront le samedi 8 mai 2021 avec comme ordre du jour le contrôle de l'action gouvernementale. La présidente de la République fédérale d'Éthiopie a effectué une visite de travail hier au Niger. Elle s'est entretenue avec le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum. Au terme de leur échange, une conférence de presse a été co-animée par les deux présidents. Je propose de suivre l'hôte du président Mohamed Bazoum.
Je connais le Niger depuis 1993. J'ai eu l'honneur de diriger 2 missions d'observateurs pour le compte de l'OUA à l'époque, pendant les élections présidentielles et législatives dans ce beau pays. Je suis heureuse d'être de retour. J'ai exprimé au président Bazoum toutes nos félicitations pour ce que le Niger nous a appris sur le continent, une transition démocratique, paisible, de pouvoir, ça c'est très important. Ensuite, je l'ai félicité pour le travail qu'accomplit le Niger en combattant le terrorisme et l'extrémisme religieux, d'où qu'il soit. C'est un fléau et qui nous touche tous. On ne peut pas dire que nous sommes à l'abri tant que nous n'aurons pas pris les précautions qu'il faut et tout en apportant mon soutien sur les pertes considérables que le pays subit, mais en faisant le travail qu'il faut, nous sommes tous ensemble parce que nous faisons la même chose de l'autre côté du continent. Ensuite, c'est une très grande opportunité pour moi de faire un compte rendu à mon frère, le président, sur la situation dans mon pays, dans le nord de l'Éthiopie, la situation avec nos voisins, surtout le problème frontalier avec un pays frère, le Soudan, les 6e élections générales que nous allons avoir dans quelques semaines, dans un peu plus de 3 semaines en Éthiopie, en espérant que nous y œuvrons de toute façon, que ce soit une source des élections paisibles, crédibles, et soit source de progrès pour la population éthiopienne qui en a tant besoin. Et le point important que nous avons discuté aussi, c'est le grand barrage de la Renaissance que l'Éthiopie construit sur le fleuve, le Nil, que nous appelons Abay dans nos frontières, et qui contribue à 70% des eaux du Nil d'une façon générale. Plus de 65% de nos populations n'ont pas d'électricité. C'est un barrage hydroélectrique qui n'a pas vocation à retenir l'eau, mais à produire l'électricité dont on a besoin pour notre développement. Et voilà, donc c'est pour expliquer aussi cela. Le Niger est l'un des 3 pays qui nous représentent dignement au Conseil de sécurité de l'Union africaine et au Conseil de sécurité des Nations Unies, excusez-moi, mon cœur est sur le continent. Et il est bien évidemment nécessaire d'apporter des explications et de tenir nos amis informés. C'est ce que j'ai essayé de faire à cette heure tardive de la journée, en un jour du Ramadan. Je m'en excuse, Monsieur le Président. Merci pour le temps que vous nous avez consacré, mais c'était cela. Africaine convaincue que je suis, c'est très important qu'il y ait ce genre d'échange. Il n'y a pas de distance qui sépare les pays. Nous sommes un même peuple, un même continent, et si nous y mettons des nôtres, on peut y arriver. Le Niger nous a montré la voie dans ce sens. Je crois que c'est un excellent exemple qu'il nous faudra suivre. Je suis très heureuse de venir dans ces circonstances, moi qui ai vu plusieurs de vos élections et des péripéties douloureuses aussi. C'était là donc un extrait de la conférence de presse animée hier par la présidente de la République fédérale d'Éthiopie, Sahle-Work Zewde. C'était au palais de la présidence. Elle était au Niger pour une visite de travail. Elle a eu des échanges avec le président de la République, Mohamed Bazoum. Restons toujours au palais de la présidence de la République pour parler de cette rencontre hier entre le président de la République Mohamed Bazoum et les responsables des centrales syndicales les plus représentatives du Niger. Plusieurs questions touchant la vie des travailleurs nigériens ont été évoquées par les 2 parties. Précision dans ce reportage de Arrêté Sala signé et Halil Bourema. Sur invitation du président de la République Bazoum Mohamed, les 5 centrales syndicales les plus représentatives étaient le mercredi au palais de la présidence.
Avec le président, les secrétaires généraux de ces centrales syndicales ont échangé, entre autres, sur le renforcement du dialogue pour une issue heureuse des préoccupations des travailleurs nigériens. Au cours de la rencontre, il a exprimé sa volonté et celle de son gouvernement de créer des bons rapports de partenariat avec les organisations syndicales, de renforcer le dialogue avec les organisations syndicales. Et il a exprimé sa volonté, en tout cas, de donner une suite favorable aux différentes revendications des organisations syndicales, tout en nous demandant de tenir compte du contexte national caractérisé par la crise sécuritaire. Nous avons évoqué que le dialogue, pour le renforcer, il faut aussi renforcer les différents cadres de dialogue social, à savoir, vous savez, le Conseil national du travail présidé par le Premier ministre, à savoir aussi le comité interministériel chargé de négocier avec les partenaires sociaux et les différents comités sectoriels qui négocient aussi avec les syndicats affiliés à nos centrales, et aussi le renforcement de la Commission nationale du dialogue social. Nous avons échangé et nous lui avons indiqué toutes nos préoccupations par rapport à la gestion des 2 derniers mandats qui se sont écoulés avec les partenaires sociaux. Donc d'entrée de jeu, le président de la République nous a fait part de la situation du pays, à laquelle en tout cas nous compatissons tous. Il s'agit de la question du terrorisme. Alors pour ce qui est du partenariat, le président de la République a pris l'engagement de faire de cette rencontre un rituel où il a demandé à l'instituer pour une rencontre chaque année. Cette démarche du président de la République, Bazoum Mohamed, est hautement félicitée par les centrales syndicales. Cette démarche, nous la saluons à sa juste valeur. C'est à la demande du président de la République que nous nous sommes rendus au palais de la présidence et nous pensons que c'est une dynamique qui va permettre de renouveler dans les relations entre les organisations syndicales et le pouvoir exécutif. Vous savez, dans tous les pays du monde, l'important, c'est de renforcer le dialogue. L'important, c'est de donner une place aux discussions, argument contre argument, proposition contre proposition. Ça permettrait de renforcer à coup sûr le climat social dans un pays. Et nous pensons que c'est un départ et nous souhaitons que cette volonté exprimée puisse continuer dans nos rapports. Nous apprécions très positivement cette démarche, puisque je vous dis qu'il n'y a pas très longtemps, pour avoir une audience à la présidence de la République, c'était toute une gymnastique. Et maintenant, c'est le président lui-même qui n'a pas attendu que nous sollicitions une audience. Il nous a appelés pour échanger. Il avait déjà promis il y a une semaine. Et c'est chose qui a été faite. Et nous pensons que c'est une très bonne chose et c'est un très bon signe. Et nous attendons de voir que cela soit pérennisé pour le bonheur de tous. Cette rencontre du président de la République avec le représentant des travailleurs nigériens laisse présager le respect des engagements pris pour une administration dépolitisée. Suite à des séries de réactions sur la présentation du programme éducatif du président de la République, Mohamed Bazoum, qui était face aux acteurs et partenaires de l'éducation, c'était la semaine passée une occasion pour présenter les grands axes de son programme. Pour le secrétaire général de l'ONG 3C, qui est choisir, beaucoup d'aspects n'ont pas été pris en compte dans ce programme. Docteur Hassan Aboubakar. Moi, je me dis que c'est déjà une très bonne chose, en tout cas qu'un président de la République s'intéresse particulièrement au secteur éducatif dans notre pays. C'est déjà un pas positif qui est engagé. De l'autre côté, c'est vraiment très bien d'avoir un programme pour le secteur éducatif. Nous avons écouté effectivement les différents axes énumérés par le président de la République et nous estimons qu'en tout cas il est sur la bonne voie. Il est en train en tout cas de franchir un pas vers la qualité, si on peut le dire, de la formation. Mais nous, ce que nous déplorons le plus souvent, c'est le fait de joindre la parole à l'acte.
On a vu beaucoup de responsables dans ce pays qui parlent de la sorte, qui avancent des arguments, mais le plus souvent qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. C'est-à-dire qui n'arrivent pas à joindre la parole à l'acte, malheureusement. On va probablement donner l'occasion au président, en tout cas, de nous montrer la véracité des propos qu'il a tenus, de nous montrer qu'il est capable de changer, en tout cas, ce secteur, tant bien que mal, ce secteur meurtri, dans lequel, en tout cas, nous végétons aujourd'hui. Sinon, nous savons tous que dans ce pays, on ne parle pas de la qualité de la formation. La qualité de la formation était mauvaise, si on peut le dire. Mais moi, je me dis qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire aussi. C'est vraiment bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tout cas, d'oser. Il faut oser. Mais ce que nous déplorons le plus souvent, la prise de décision par rapport à la mise en place, en tout cas, de ce processus dans le système éducatif, la prise de décision n'est pas, comment on appelle ça, répandue. C'est-à-dire les véritables acteurs qui doivent être impliqués par rapport à la prise de décision ne sont pas réellement impliqués le plus souvent. Parce que quand on parle de président, le plus souvent on parle de ceux-là qui sont autour de lui et qui lui donnent le plus souvent des conseils par rapport à un domaine bien défini. Et moi je me dis que quand on parle de la qualité, en tout cas de la formation de ce pays, il faut qu'il y ait l'association, le concours de tous. Quand je parle de concours de tous, il faut qu'il y ait l'implication des enseignants-chercheurs qui sont placés, en tout cas, à la tête de la formation supérieure dans ce pays. Et malheureusement, un temps soit peu, ce sont des acteurs qui sont marginalisés, qui ne sont pas impliqués dans le processus de la mise, en tout cas, en place d'une qualité ou en œuvre d'une qualité sereine. Ils sont le plus souvent mis de côté et ils ne se manifestent pas aussi dans la plupart des cas. Aujourd'hui, si vous avez remarqué, il y a beaucoup de matières qu'on enseigne à l'école, dans le programme, qui ne nous produisent à rien, qui ne nous avancent à rien. Et quelque part, on parle de la qualité. La qualité, peut-être de la formation, dans les réformes curriculaires, peut-être utilisée de l'autre côté en Occident. Mais il faudra qu'on parle des réformes curriculaires utilisées, adaptées à la réalité de notre cher pays, le Niger. Vous prenez le cas de l'instruction civique et morale. Aujourd'hui, dans le programme, on a carrément ôté, en tout cas, cette matière-là dans l'enseignement. Et si vous voyez aujourd'hui qu'on n'arrive pas à cultiver le patriotisme à nous, le civisme, c'est quelque part parce qu'on n'a pas été enseigné comme ça se doit. Il va falloir qu'on tienne compte de certains paramètres, de certaines matières, pour pouvoir véritablement enseigner les fils de ce pays afin qu'ils produisent. On prend l'agriculture. L'agriculture s'enseigne combien de fois par semaine dans le programme? Une fois, 2 fois tout au plus. Moi, je me dis que c'est bien d'apprendre le français. Le français s'enseigne pratiquement 5 fois par semaine. On doit apprendre le français, mais il faut aussi qu'on pense à nous. Parce que nous devrions avoir un objectif à atteindre à court, à long, ou à moyen ou à long terme. Et malheureusement, on n'a pas cet objectif. Si vous regardez l'administration publique aujourd'hui, il y a un laisser-aller dans l'administration publique. Pourquoi? Parce que tout simplement, quelque part, la formation est vaine. Quelque part, l'éducation est vaine. Il va falloir revenir à l'éducation de base pour pouvoir reformer véritablement les fils de ce pays afin qu'ils produisent. L'USAID a procédé à la remise d'un important don de matériel bureautique ce matin à la médiature de la République du Niger. Ce don, estimé à plus de 20 millions de francs CFA, a été réceptionné par le médiateur de la République. Précision Ismaël Moumouni sur les images de la télévision nationale. Fournir une assistance aux institutions du Niger afin de soutenir leurs efforts pour la stabilisation et la consolidation de la paix. C'est dans ce cadre que la médiature de la République du Niger a bénéficié de cet important lot de matériel, fournitures et mobilier de la part de l'USAID à travers son programme Office of Transition Initiative et le projet Niger Stability Support Initiative. J'ai visité le bureau de le médiateur à Tawa et à Difa, ici à Niamey. J'ai vu de mes propres yeux comment il fait beaucoup de choses avec très peu de ressources. Il nous fait grand plaisir de nous associer à votre équipe et de vous aider avec cet équipement, dans l'espoir qu'il contribue à votre mission permanente de réconciliation et médiation ici au Niger.
Nous croyons en vous et en votre équipe et en votre vision d'un Niger pacifique. Nous fournirons une assistance en nature au bureau de médiateur pour mener des dialogues dans les communautés avec les acteurs concernés afin d'être disponibles comme mécanisme de réponse rapide et en cas de besoin. Cette activité permettra d'améliorer la capacité de réponse du bureau de médiateur de Niamey et de bureaux régionaux de Tillabéri et d'Osso. Cela générera plus d'opportunités pour les dialogues opportuns sur les questions pertinentes de stabilité, ainsi que d'améliorer l'efficacité, la disponibilité du service, les conditions de travail et la présence sur le terrain là où elle est le plus nécessaire. Ce noble geste traduit de bonnes relations entre ces deux institutions qui n'a pas laissé indifférent le médiateur de la République du Niger. Les interventions de l'USAID à travers ce programme à nos côtés sont nombreuses et dénotent, s'il en faut, toute la grandeur de leur mission en faveur de la paix et la sécurité dans notre pays. Vous dire simplement merci ne suffit pas à exprimer la profondeur de notre reconnaissance. Je ne peux que me résoudre à vous demander de recevoir à mon nom et au nom de toute l'institution nos sentiments de gratitude infinie, tout en vous assurant que ce don composé de matériel, fournitures et mobilier de bureau de grande qualité et en grand nombre sera utilisé à bon escient, sera sécurisé et parviendra au destinataire. Cette activité n'est qu'une partie d'un programme d'instance dynamique visant à fournir au gouvernement du Niger et aux citoyens les outils dont ils ont besoin pour accroître la responsabilité et la transparence. Après le président du Conseil républicain pour le progrès et la démocratie, CRPD, Sulhu, c'est au tour du réseau des enseignants du dit parti de voler au secours de l'orphelinat ascédique du quartier Niamey 2000. Hier, les femmes de ce réseau ont gracieusement offert à cet orphelinat une importante somme d'argent en vue d'améliorer les conditions de vie des pensionnaires. Le point avec Adam Soumana et Chebisso. L'émotion était si forte, de sorte que nombreuses étaient ces mères de famille qui n'ont pu retenir leurs larmes en visitant ce lieu servant de gîte à des orphelins. Aussi, le réseau des enseignants du parti CRPD Sulhu, dont sont membres ces femmes, décide ainsi d'apporter sa contribution en espèces pour une amélioration des conditions de vie de ses enfants. Notre président du parti, Ibrahim Gado, c'est le geste qu'il a fait parce qu'on l'a vu, il est venu manger avec les orphelins de ici. Il a donné son don. C'est ça qui nous a motivés aussi à cotiser de notre part pour emboîter le pas de notre président Ibrahim Gado. Il a mené aussi notre contribution par rapport à la situation des enfants que nous avons vus à la télévision. Très touchés par cette marque d'attention des enseignants de Sulhu, les responsables de l'orphelinat n'ont pas manqué de prier pour ses bonnes volontés. On n'a pas de mots vraiment pour exprimer notre joie, pour les remercier. Donc tout ce que je peux dire, je vais les invoquer. Donc nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'ils soient les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans les saints paradis. Donc parce que faire des gestes, c'est-à-dire je ne sais pas comment expliquer, faire des gestes, c'est-à-dire ce sont des jeunes honorables qui les font, surtout dans ces mois bénis de Ramadan. Donc qu'Allah Azza wa Jal les assiste dans tout ce qu'ils ont besoin de faire dans ces bas mandats jusqu'à de l'au-delà, Inch'Allah. Des gens ont amené des matelas, d'autres ont contribué avec de la nourriture, d'autres ont contribué avec de l'argent. En tout cas, je peux dire qu'aujourd'hui, l'orphelinat, donc après ça, tout a tout eu. Seulement, il y a des choses qui ne manquent pas. Donc, l'appel que je lance, les bons volontaires, Inch'Allah, peuvent toujours continuer à contribuer parce que les dons, on ne peut pas dire que c'est bon, ça suffit. Donc, on en a besoin toujours pour les orphelins. Occasion pour la présidente du réseau des enseignants Sulhu de lancer un appel aux concitoyens. Les bonnes volontés n'ont qu'à emboîter le pas. Tout ce que tu veux dans la vie, tu vas le trouver à l'au-delà. Donc, j'appelle à tout le monde, de la même façon que s'il y a d'autres activités, ils mettent des millions et des milliards dedans, ils n'ont qu'à venir aussi aider les pauvres orphelins qui sont ici.
Par ce geste combien noble, l'on peut sans risque de se tromper affirmer qu'au CRPD Soulhou, le leader du parti, Ibrahim Gado, a su inculquer aux militants des valeurs que sont l'amour de son prochain et surtout l'assistance aux nécessités. Au CRPD Soulhou, nous n'attendons pas que les joutes électorales pour être au chevet de nos concitoyens. Direction Hôtel Bravia à présent, Adam Soumana. Cet hôtel a servi de cadre hier mercredi à la cérémonie de lancement de la branche finance islamique dénommée Agence Baraka, une initiative de Coris Banque Internationale qui respecte la conformité islamique, nous précise ici Areta Salah et Halidou Brema. L'émotion était si forte, de sorte que nombreuses étaient ces mères de famille qui n'ont pu retenir leurs larmes en visitant ce lieu servant de gîte à des orphelins. Aussi, le réseau des enseignants du parti CRPD Soulhou, dont sont membres ces femmes, décide ainsi d'apporter sa contribution en espèces. Étant donné que le Niger est un pays à plus de 90% musulmans et dans le souci d'apporter des solutions innovantes à sa clientèle, Coris Banque Internationale Niger a lancé ce mercredi 5 mai 2021 les activités de son agence dédiée à la finance islamique dénommée Coris Banque Internationale Baraka. Pourquoi? D'abord, c'est conformément à la vision du groupe Coris. Ensuite, conformément à notre plan de développement, conformément à l'engagement que nous avons pris en nous implantant au Niger, de toujours offrir des services innovants à notre clientèle. Et donc le lancement de cette branche islamique de Coris Banque Internationale Niger aujourd'hui répond aussi d'autre part à une préoccupation majeure des autorités de tutelle par rapport donc à l'inclusion financière des populations. Quand on sait que le taux de bancarisation au Niger est dans la moyenne de 6%, et donc reste le plus faible de la sous-région. Donc c'est notre manière aussi de contribuer aux efforts et aux actions d'inclusion financière des populations. À travers cette solution de financement islamique, Coris Banque Internationale participera à l'amélioration du niveau de bancarisation des populations avec la mise sur le marché des produits conformes aux principes et règles de la finance islamique. En fait, c'est une finance qui tire ses sources du Coran et de la Sunna, et également ses sources secondaires des Qiyas, des Ijmash et des 4 écoles de pensée islamiques. La particularité de cette finance, sa spécificité avec la finance conventionnelle tient du fait qu'elle finance l'économie réelle. C'est une finance éthique, responsable et qui n'est pas basée en fait sur du fictif. Tout ce qui est financé est adossé à un actif tangible. Aujourd'hui, l'offre de Baraka s'adosse à plusieurs instruments. Nous avons la Murabaha, nous avons la Ijara qui est du crédit bail, mais du crédit bail qui respecte en fait les principes de la finance islamique. Au niveau des dépôts, nous avons également le compte Wadia et au niveau des dépôts à thème particulièrement, nous avons l'instrument Mudaraba, les comptes d'investissement et le mandat d'investissement qu'on appelle Wakala. Cette initiative de Coris Banque Internationale est félicitée par le représentant de la BCAO car elle contribue à promouvoir l'inclusion financière au Niger. Je tiens à féliciter la banque pour être vraiment la première à ouvrir une branche de ce genre. C'est un type de financement qui est beaucoup attendu au Niger. Comme vous le savez, chaque fois on dit au Niger, plus de 90% de la population est musulmane. Donc à cause des aspects religieux, donc beaucoup de Nigériens ne partent pas contracter des prêts au niveau des banques classiques parce que ça ne répond pas à leurs souhaits. Donc nous-mêmes du côté de la BCA, conscients de toutes ces difficultés et comme je l'avais dit, envie de promouvoir l'inclusion financière, donc nous avons fait de la finance islamique une des priorités parmi les priorités fixées par la BCAO. Donc c'est dans ce cadre que la BCAO, en tant que régulateur du système financier et bancaire de l'Union, a édicté un certain nombre de textes pour permettre de rendre possible la pratique de la finance islamique par les banques. La branche à finance islamique de Coris Banque Internationale Niger, dénommée Agence Baraka, répond à un principe religieux et respecte la conformité islamique. Notre rôle fondamental, c'est d'être sûr que les produits, les différents comptes, les différents investissements que Coris Baraka fait à l'endroit des clients sont conformes à la charia islamique. Alors,
Nous auditons ces financements et ces produits pour voir s'ils respectent les critères et la conformité de la charia islamique, parce que c'est ça la base fondamentale de la finance. En somme, nous sommes les gardiens de ces produits. L'introduction des produits de finance islamique sur le marché nigérien permettra à Coris Bank International à Niger de donner une alternative aux musulmans qui sont à la recherche de services financiers conformes aux principes islamiques. Et puis cette brève concernant notre confrère Moussa Aksar, directeur de publication du journal L'Événement. C'est un communiqué donc de presse de médias Démocratie qui demande à la justice nigérienne de cesser l'acharnement contre Moussa Aksar, poursuivi pour diffamation à la suite de son enquête qui a révélé un détournement de 7,8 milliards de francs CFA au ministère nigérien de la Défense. Moussa Aksar avait comparu le 9 avril 2021 devant le tribunal du 3e arrondissement communal de Niamey. Au terme de cette comparution, 500 000 de francs CFA d'amende ont été requis contre lui. Pour rappel, l'enquête publiée par Moussa Aksar poursuit Média Démocratie et le 20 septembre 2020 reposait sur des rapports d'activité suspectes de l'unité de renseignement du Trésor américain et le réseau de lutte contre la criminalité financière connu sous le nom de FinCEN. Cette enquête a été réalisée dans le cadre du projet international d'investigation dénommé FinCEN Files, qui a réuni des journalistes de près de 90 pays, dont près de 20 en Afrique, sous la coordination du consortium international des journalistes d'investigation basé à Washington et nominé pour le prix Nobel de la paix 2021. Dans son article intitulé FinCEN Files, malversation financière au ministère nigérien de la Défense, 71,8 milliards de francs CFA captés par des seigneurs de faux. Moussa Aksar a montré comment des hauts responsables de l'armée et proches du pouvoir sont impliqués dans le détournement de fonds destinés à l'acquisition de matériel militaire. 3 mois après sa publication, il fut une première fois assigné à comparaître pour diffamation avant plusieurs autres assignations. Malgré les intimidations et les harcèlements et même les menaces de mort dont il fait objet, le journaliste s'est dit être déterminé à poursuivre son combat jusqu'à la fin. Je dois vous dire que ce dossier, par cette action, on veut donc on veut atteindre ici au Niger pour que des actions à l'international ne soient pas poursuivies, mais c'est peine perdue, a assuré Moussa Aksar à sa sortie de procès le 9 avril 2021, précisant que le dossier ne va pas s'éteindre car des journalistes vont poursuivre le travail. Médias et Démocratie note que les assignations répétées de Moussa Aksar et la réquisition du 9 avril 2021 constituent un véritable acharnement judiciaire, une tentative délibérée d'intimidation et de déni de justice. Nous appelons les autorités nigériennes à respecter le droit à la liberté d'expression conformément à l'article 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par la République du Niger. En outre, conformément aux normes internationales auxquelles l'État du Niger a souscrit délibérément et adhéré, Médias et Démocratie exhortent les autorités nigériennes à protéger les journalistes d'investigation Moussa Aksar qui a fait l'objet de menaces de mort pendant son travail d'investigation et dont la plainte devant la justice est à ce jour restée sans suite. Le délibéré donc de notre confrère Moussa Aksar interviendra demain 7 mai 2021 au tribunal arrondissement Niamey 3.
Restons toujours dans le domaine de la presse. Le 3 mai dernier, les pays du monde ont célébré la Journée internationale de la liberté de la presse, une journée mise à profit par les professionnels des médias pour mener des réflexions sur des questions relatives à la liberté de la presse et à l'éthique professionnelle, notamment ici au Niger. Quel constat fait-on de la presse écrite au Niger? Mohamed Jafarou, il est le président de l'Observatoire nigérien indépendant des médias ONIMED, interrogé par nos confrères du studio Kalongo. Aujourd'hui, je ne vous apprends rien. La presse écrite existante tourne avec pratiquement les mêmes personnels. Ça, on a fait ce constat-là quand c'est en 2013 ou 2014 quand l'ONIMED a recruté un consultant pour l'élaboration du répertoire de la presse nigérienne. Et dans ce répertoire, il fallait, en termes de données, avoir les nombres des organes de presse, le personnel, et on se retrouvait pratiquement sur 5 à 10 organes qui fonctionnent pratiquement avec les mêmes journalistes. Ce qui fait que dans le répertoire, on était obligé d'abandonner la catégorie de répertorier le personnel par organe. On se retrouve pratiquement avec le même personnel. Un tel est rédacteur en chef d'une telle rédaction. Il est chef d'un desk dans une autre rédaction. Parfois, un même journaliste appartient à 3-4, collabore avec 3-4 journaux. Quand vous constatez que les animateurs de la presse écrite sont des praticiens sur le tas, ça veut dire que ça relève beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, le constat qu'on a sur la qualité, sur le professionnalisme, sur le respect de l'éthique et de la déontologie est lié en partie au fait que ceux qui intègrent la presse écrite viennent par pratiquement vocation, ils aiment le métier du moins, mais ils essayent de l'apprendre sur le tas, ce qui fait qu'il y a beaucoup de difficultés qu'on rencontre. Dernier élément de ce journal, pour soutenir la promotion agricole, le Niger a opté pour une réforme du secteur des engrais en responsabilisant des acteurs du privé dans l'importation et la distribution des engrais. L'objectif ultime est de s'assurer de la disponibilité des engrais à des prix à la portée des producteurs. L'Association nigérienne des importateurs et distributeurs d'engrais multiplie de son côté les initiatives pour répondre aux besoins des producteurs agricoles. C'est un public reportage que je vous propose de suivre. Très bonne réception. Sahélien subit de plein fouet les effets pervers du changement climatique avec ses conséquences dommageables sur la qualité du sol. L'agriculture et l'élevage en pâtissent. Face à ce choc, des études recommandent vivement l'utilisation des engrais afin de fertiliser les sols lessivés. Encore faudra-t-il s'assurer de la disponibilité de ces intrants à des prix à la portée des exploitants. Mû par la volonté de trouver des solutions durables à cette problématique, le gouvernement nigérien a décidé de réformer le secteur des engrais. Au nom des actions enclenchées par les autorités, la responsabilisation des acteurs du secteur privé pour prendre le relais de la CAIMA, la centrale qui jusque-là était chargée de la distribution des engrais. Le gouvernement a voulu une réforme du secteur des engrais pour apporter une solution durable au problème d'accès des engrais et aussi pour solutionner le problème de pauvreté de nos sols. Le gouvernement est engagé à soutenir en tout cas cette réforme, à continuer cette réforme. Nous avons également l'engagement de nos partenaires techniques et financiers, dont le MCA Niger, et pour vraiment conduire vraiment à bon port cette réforme. Et également le secteur privé, comme je l'avais dit tout à l'heure à travers l'ANIP, est très engagé dans ce sens-là. Dans ce processus, l'État bénéficie depuis des années de l'appui technique et financier des États-Unis par le biais du Millennium Challenge Account Niger, MCA Niger. Une économie puisse marcher, il faut que l'environnement soit créé.
d'où l'importance des réformes. L'une de ces réformes-là, c'est la réforme du secteur des engrais. J'ai mentionné que le secteur de choix du compact, c'est l'agriculture. Et il n'y a pas d'agriculture sans accès à la fertilité des sols. Au Niger, la question de fertilité est un problème. Mais l'engrais est un produit qui est marchand, n'est-ce pas? Donc d'où ça doit avoir un marché. Et si ce marché peut fonctionner de manière libre, la demande des engrais doit pouvoir être satisfaite au moindre coût. D'où l'importance de réformer ce secteur-là, de telle sorte que ceux qui ont besoin d'engrais puissent l'avoir à temps et partout dans les territoires du Niger, à un prix qui leur est accessible. Avec le soutien de MCA Niger et l'expertise technique de IFDC, un projet pilote d'engrais subventionné conduit avec succès est d'ailleurs salué par les producteurs. wallahi sande danga sande kangirse kanga ti zaman birjo do are woni kaga sambirse irga tabbatan da ka irga goyen la kalga irga tabbatan di mo ka iri ngwaro ke kenwo aga tonto ya dinga zani ni bon wasu ngwari mo ni gita arzaka da yino ine ilmu ka ko faratifi kani ma yara ka da kokarin da himma inil mai sambu ine di nil mai sambu sikandir se karanga re sa ku taki ga ka sinaira iri bana zambar gudu zango taki idu sa kai iri binai kanu songo iri go iri gate no illa kala galo manu mata kriga ba ai wo pala koino aga ka sina mu aga te aga bori gwamnati kokaro kate iri go ga fondo goy. L'ANID, l'Association nigérienne des importateurs et distributeurs d'engrais, a pris le taureau par les cornes. Nous sommes un secteur dynamique. Pourquoi? Parce que nous avons déjà des relations avec pratiquement tous les fabricants d'engrais dans le monde entier. Nous sommes en relation directe avec WAFA, l'organisation ouest-africaine, qui d'ailleurs, avec le dynamisme de l'association, de ANID, va organiser même le forum 2022 au Niger. Donc les commandes, des grosses commandes vont incessamment commencer à arriver au Niger. Donc là, franchement, il n'y a aucun souci. Donc nous sommes un secteur avec le cadre assaini, nous sommes un secteur en plein essor. Nous avons les compétences, toutes les compétences possibles, avec les appuis que nous avons par-ci, par-là. Il n'y a aucun doute que l'objectif sera atteint. Les importateurs privés rivalisent d'ardeur et de talent pour répondre aux besoins des agriculteurs. Muna kawo taki daga tarayyar Najeriya, sannan muna kawo shi daga Lome, muna kawo shi daga Cotonou. Yawan shi? Yawa, akalla dai zai kai kamar tan 10,000 zuwa 10 wani abu haka ga shekara daya. Amma kalar za a yi abinda muke kawo muna kawo kalar ire da na NPK kens matakai wanda muke na kariya ga kawo wannan taki shine na analysis. Mu yi analysis musan kalar kayan da za mu kawo musan karhinsu musan lafiyarsu. Ba ma kawo kaya sai mun yi analysis kinsu a nan babbar cibiyar laboratoire ta ƙasa cewa da INRA. Vu l'importance des engrais dans l'essor de l'agriculture au Niger, les opérateurs économiques sous la houlette de l'ANID sont en ordre de bataille pour améliorer le circuit de distribution et rendre accessibles les engrais au grand bonheur des communautés rurales.